Il me semble que effectivement les scènes musicales ont aussi une influence en fait sur la transformation aujourd'hui des villes. En tout cas de grosses villes comme Paris et Berlin, qui jouent aussi une partie de leur image sur cette dimension culturelle, festive, touristique. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Les scènes musicales conditionnent-elles nos façons d'écouter la musique? Forment-elles des hiérarchies entre les genres musicaux? Participent-elles des transformations urbaines? Autant de questions abordées dans un ouvrage récent, Mettre la ville en musique, Paris-Berlin, paru aux presses universitaires de Vincennes. Son autrice est sociologue au CNRS. J'ai le plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Bonjour Myrtille Picot. Bonjour. Merci d'être présente. Alors, avant même de parler du fond de votre étude, juste point de vue méthodologique presque, pourquoi Paris-Berlin ? Alors, initialement, j'avais envisagé en fait d'étudier d'autres villes qui auraient pu être intéressantes, comme Paris et Londres ou Paris et New York. Bon, c'était très, on va dire, nord-américano-centré. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à Paris, à ce moment-là, au moment où moi j'ai commencé ma thèse, donc vers 2012, il y avait beaucoup de références à Berlin en fait. C'était une ville qui était un peu présentée comme le nouveau lieu des sorties, au moment même où Paris était présenté comme un lieu où la nuit se mourait, où il ne se passait plus grand-chose, qui devenait potentiellement une ville-musée. Et donc, ça a paru aussi assez intéressant d'aller explorer justement ça, vu que cette comparaison, elle revenait beaucoup au sein même du milieu, à la fois des politiques culturelles, mais aussi musicales. Donc voilà. Et puis après, Berlin a aussi, vu que je m'intéressais à des questions urbaines, une dimension urbaine très particulière, avec une histoire de la segmentation en deux de la ville, etc., politique, qui était quand même très intéressante. Et donc, voilà, ça faisait plein de... autre chose que la scène à Paris, quoi. Voilà, exactement. Une segmentation bien plus forte que la scène SEINE à Paris. Et puis, c'est une ville aussi très reconnue pour à la fois ses musiques classiques, mais aussi les musiques électroniques. Donc voilà, ça faisait différents plans sur lesquels c'était intéressant de comparer avec Paris. Dans votre livre, vous partez plus de la question des salles, des scènes en lien avec l'urbanisme. Alors moi, je vais finir par ça. D'abord, je voudrais parler de l'écoute en lien avec les hiérarchies artistiques et les genres musicaux. Les scènes musicales, vous posez cette question-là, les scènes musicales conditionnent-elles nos façons d'écouter la musique? C'est ce que je présentais, c'est une question que vous vous posez à un moment. Moi, je me suis posé la question de l'inverse, c'est-à-dire est-ce que le genre musical n'influe pas aussi sur certaines conditions d'écoute? Est-ce que c'est vraiment le fait que les scènes soient par exemple une configuration assise pour tous les spectacles de musique symphonique, ça serait un conditionnement de notre façon d'écouter? Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que le genre impose cette condition-là? Alors effectivement, je pense que d'une part les configurations matérielles d'écoute, donc assis, debout, etc., en train de danser ou pas, la nuit tard ou alors en début de soirée, c'est des choses qui vont influer sur les hiérarchies, notamment par le biais des politiques culturelles. Donc ça, on voit qu'il y a quand même une dimension assez forte et la crise du Covid a montré ça aussi, puisqu'il y a une différenciation entre les lieux où le public était assis, les lieux où le public était debout, et c'est une différenciation qui était partiellement d'ordre sanitaire, mais aussi beaucoup lié aux représentations, entre des différences de public, d'intimité que ça pouvait créer entre les publics, qui pouvaient poser des problèmes, est-ce que les gens allaient mettre leur masque, etc. Bon, ça c'est une première chose. Mais après, effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison qu'il y a aussi, dans le sens inverse, les musiques ont une influence en fait sur la façon dont on va les écouter. Et en fait, pour moi, je dirais même pas que les genres conditionnent nécessairement la façon d'écouter, mais c'est aussi que le genre musical, et c'est une construction à la fois à partir d'éléments esthétiques, musicaux, mais aussi à partir d'éléments matériels. Et donc le genre musical en tant que tel va se construire aussi dans des lieux spécifiques, parce que ça va être certaines communautés qui vont jouer de cette musique, donc dans des lieux particuliers qui ont une configuration spécifique. Et tout ça, ça va influer aussi sur la façon dont vont être ensuite écoutées les musiques. Même si on peut voir avec le rock and roll par exemple, qu'il peut y avoir une évolution des modes d'écoute. Donc au début, le rock, ça s'écoutait en dansant, etc. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de salles où le public est assis, aussi parce que peut-être le public aujourd'hui a un peu vieilli, parce que aussi c'est différents types de rock. Par exemple, à la Philharmonie, on peut aussi parfois écouter des concerts de rock et on n'est pas en train de danser, on est plutôt assis en train d'écouter le rock. Donc on voit qu'un même genre, de toute façon, n'est pas lié automatiquement à un seul mode d'écoute. C'est aussi quelque chose qui est variable. Quand vous parlez de hiérarchie,
vous pensez, est-ce que c'est une hiérarchie de subvention? Parce que vous avez évoqué le fait que les politiques qui subventionnaient, est-ce que c'est juste une politique de subvention qui donnerait la qualité du jeu? Enfin, où est-ce que vous situez le point de vue hiérarchique? Alors pour moi, la hiérarchie, c'est pas moi qui dis que ces musiques sont... Enfin, je ne hiérarchise pas, moi je dis pas telle musique est mieux que telle autre, hein, c'est pas mon propos, mais il me semble qu'on peut voir des hiérarchies, d'une part effectivement dans les subventions, quand on regarde les salles de musique à Paris, donc si on regarde toutes les salles de musique, c'est-à-dire on a un ou une artiste qui se présente face au public, en live, entre guillemets, ça peut être des DJ, mais ça peut être des musiciens, etc. Quel que soit le type de musique, on voit que les lieux où le public est assis sont beaucoup plus subventionnés que les lieux où le public est debout. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez marqué. Donc moi j'ai fait des statistiques. C'est-à-dire à artiste présent sur scène équivalent. C'est-à-dire qu'on peut penser que... c'est-à-dire pas à artiste. En fait, c'est pas artiste présent sur scène équivalent. Une pièce symphonique qui demande 35 musiciens n'est pas un concert de rock qui pourrait demander que 5 musiciens. Tout à fait. Effectivement, les subventions, elles sont liées au type de musique. Mais après, par exemple, des lieux où on va avoir de la musique de chambre, où on n'est pas à 100 musiciens sur scène, vont aussi être beaucoup plus subventionnés que des lieux, en fait, d'autres lieux où il y a potentiellement beaucoup de gens sur scène. C'est pas forcément que lié. Bien sûr, c'est aussi lié à ça. Effectivement, les lieux où il y a de la musique classique, il y a souvent des orchestres, etc. Bon, c'est des lieux qui sont subventionnés aussi à ce site, mais c'est aussi parce qu'on a choisi d'organiser les musiques classiques selon un modèle où on a des permanents, etc. On a beaucoup plus rarement des intermittents. Donc, c'est pas exactement le même fonctionnement que d'autres lieux. Donc, c'est des choses qui se cumulent dans le temps. C'est hiérarchie de subvention. Donc, ça, c'est une première différence dans ces musiques-là. Et on voit que, par exemple, les lieux comme les clubs de musique électronique, c'est quand même des lieux qui vont être quasiment pas subventionnés. À la fois parce que c'est des lieux peut-être plus récents, mais il y a aussi des lieux récents qui sont subventionnés, mais aussi parce que c'est renvoyé à un mode d'écoute plus festif, où en fait on viendrait pas en premier lieu pour la musique, mais on viendrait pour s'amuser, pour consommer des substances psychoactives diverses, voilà, pour rigoler, pour draguer, et pas pour la musique, alors que dans les autres lieux, ce qui est sous-entendu, c'est qu'on vient pour l'art, pour la musique. Or, on le voit très bien, si vous allez dans un opéra, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'opéra pour plein d'autres raisons que seulement pour la musique. Il y a un certain nombre de gens qui signent des contrats à l'opéra pour leurs entreprises. Je veux dire, voilà, il y a plein d'autres choses que juste la musique. Donc c'est aussi que cette distinction, elle hiérarchise les musiques selon un aspect plus festif, plus de loisirs ou un aspect plus artistique, mais qui recouvre pas nécessairement les pratiques réelles des gens. Dans votre étude, vous insistez beaucoup sur la place des intermédiaires. C'est un pan entier de votre étude. Dans les intermédiaires, vous mentionnez les agences, vous mentionnez les festivals, mais ce qui retient surtout votre attention de chercheuse, ce sont les programmateurs. Alors, quelle place occupent les programmateurs dans ces dispositifs dans les deux villes? Et ce que vous dites aussi à un moment, c'est que peu de personnes se sont intéressées au parcours des programmateurs. Vous dites, en fait, il y a des ouvrages qui existent sur comment programmer, pourquoi programmer, mais qu'est-ce qu'un programmateur et d'où il vient? Ça, peu de gens le font. Est-ce que vous avez défini un profil type ou est-ce qu'au contraire, c'est très disparate? Alors, donc, je m'intéresse effectivement donc aux programmateurs et aux programmatrices. Du coup, il n'y a pas forcément un profil type. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enquêté auprès d'une trentaine de programmateurs et programmatrices dans chaque ville, donc d'une 60aine en tout, en fait, entre Paris et Berlin. Et c'est vrai qu'il y a peu de travaux sur la programmation. Il y a un livre sur la fabrique de la programmation culturelle, mais qui revient pas sur leur trajectoire. En fait, qui sont ces gens? Alors que quand on voit, moi j'enseigne aussi dans des masters dédiés au métier de la culture, la programmation, c'est un peu le métier phare. C'est un peu le métier qui serait tout en haut de la hiérarchie, où tout le monde aimerait programmer. C'est un peu une des premières choses souvent que les étudiants et étudiantes citent. Et il n'existe pas d'école de la programmation. Donc, que font les gens avant de programmer? En fait, comment on arrive, on devient programmateur, programmatrice. Et on voit, en fait, en comparant le cas de Paris et Berlin, et c'est pour ça aussi que cette comparaison, elle est intéressante, que c'est pas forcément les mêmes trajectoires. En fait, c'est pas forcément le même genre de gens, pour plein de raisons, notamment liées au degré de professionnalisation de l'activité musicale dans ces deux villes, avec une professionnalisation beaucoup plus forte à Paris qu'à Berlin.
Donc, si je fais une très grosse caricature, ça va être un peu caricatural, mais bon, pour plus de détails, je vous renvoie au chapitre 6. Du coup, si on regarde, en fait, à Paris, on voit que on a beaucoup de personnes qui ont suivi plutôt, en fait, des formations souvent liées à des dimensions, enfin, plutôt des formations en gestion, management culturel, etc. Enfin, avec une forte dimension gestionnaire. Et donc, on voit que cette dimension gestionnaire, elle est aussi assez importante dans l'activité, parce que programmer une salle, c'est à la fois choisir des artistes, mais c'est aussi faire que la salle ne soit pas vide et qu'à la fin, on arrive quand même à soutenir l'activité. Alors qu'à Berlin, on a des trajectoires qui sont beaucoup plus disparates, avec aussi une diversité nationale beaucoup plus forte. À Paris, il y a un seul de mes enquêtés qui n'est pas français, de nationalité française, alors qu'à Berlin, c'est un tiers des personnes que j'ai enquêtées. Donc ça peut être lié aux lieux que j'ai sélectionnés, etc. Mais j'ai essayé à peu près d'avoir une forme de représentativité des lieux dans les 2 capitales que j'avais recensées. Et donc, c'est aussi qu'en fait, les barrières à l'entrée sont plus faibles. C'est plus facile de devenir programmateur ou programmatrice, aussi parce qu'il y a des lieux qui ont des programmations collectives, au lieu d'une seule personne qui programme une salle. Et donc, il y a moins de concurrence aussi pour l'accès à ces postes de programmation. C'est pas la même façon de travailler. Et ces modèles types, qu'est-ce qu'ils nous disent de la programmation ? Qu'est-ce que ça vous a permis de conclure ? Est-ce que c'est juste une enquête sociologique propre aux programmateurs, mais en entier ? Et quelles sont les conséquences, en fait, que ça implique dans la ville, dans les 2 villes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, donc ça nous donne une idée de savoir qui ils sont, mais ça nous donne aussi des indications, et on voit que selon les trajectoires, on va pas avoir les mêmes types de programmation, le même type d'artistes dans les 2 villes. C'est-à-dire qu'en fait, à Paris, on a ce fonctionnement très professionnalisé où c'est très difficile d'accéder à la position de programmation. On a plus des fonctionnements en réseau, on va dire, et donc des gens qui se connaissent bien et qui vont du coup être beaucoup sur les mêmes types d'artistes et s'échanger un peu les artistes les uns avec les autres dans les différentes salles selon les tailles de jauge, etc. On a des formes de circuits qui sont plus organisés, ce qui fait que la diversité des programmations, à la fois en termes d'artistes mais aussi en termes de genres musicaux par exemple, elle est potentiellement moins importante. Alors qu'à Berlin, comme on a beaucoup de gens qui viennent de contextes très différenciés, parfois d'études artistiques, d'études, je sais pas, en sciences sociales, voilà, différentes choses, plus avec une diversité nationale plus forte, donc ils ont leur propre réseau potentiellement dans les pays desquels ils sont originaires. Tout ça fait qu'on va avoir une programmation qui, potentiellement, en termes d'artistes, est beaucoup plus diversifiée. Après, en sachant qu'à Berlin, il y a énormément de lieux où les artistes ne sont pas rémunérés, ou alors très très faiblement, pour ce qu'ils font. Donc voilà, c'est le revers. Voilà, c'est un peu donc c'est pas pour dire c'est mieux dans telle ou telle ville, mais on voit que selon les trajectoires, les gens ont une vision différente de ce qu'est la bonne musique, ce qu'il faut faire en tant que programmateur ou programmatrice, et donc ça a un effet ensuite sur ce qu'on voit sur scène. C'est pour ça que c'est intéressant à étudier. Votre étude s'appelle « Mettre la ville en musique », donc on va parler forcément de la ville. Dans toute la première partie de votre ouvrage, qui est assez appréciable quand on le lit, c'est les cartes. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de tableaux, donc on visualise très bien les emplacements, les tailles des salles, etc. En quoi les scènes influent-elles sur l'urbanisme ? C'est-à-dire, les scènes, est-ce que dans le phénomène de mutation des capitales aujourd'hui, des 2 capitales en tout cas, il y a eu de grandes mutations. Moi, je ne connais pas Berlin, donc je vais me contenter de Paris, mais on voit bien la transformation de Paris depuis quelques années, et avec le Grand Paris qui arrive. Est-ce que les scènes musicales influent sur ces transformations-là ? Alors, il y a des très fortes transformations urbaines qui sont liées à tout un ensemble d'acteurs différents dans la finance, les promoteurs. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr, mais qui ne sont pas liés directement seulement aux salles de musique. Je ne dis pas que les transformations urbaines ne tiendraient que des scènes musicales, mais est-ce que... Je tiens quand même à le préciser avant de développer mon propos. Mais il me semble que effectivement, les scènes musicales ont aussi une influence en fait sur la transformation aujourd'hui des villes. En tout cas de grosses villes comme Paris et Berlin, qui jouent aussi une partie de leur image sur cette dimension culturelle, festive, touristique. Donc, il me semble que ça joue parce que à la fois, ça va jouer sur, par exemple, la création de grands mobiliers urbains. Donc, par exemple, la création de la Philharmonie en 2015 à Paris, dans le 19e arrondissement, qui est un arrondissement qui était encore relativement, populaire, on va dire, avec des classes populaires un peu plus fortement que dans les autres arrondissements parisiens. C'est pas un hasard, et donc ça met en scène aussi là la grandeur de la musique classique, qui est une musique qui est quand même principalement écoutée plutôt par des personnes plutôt favorisées, avec de l'argent, etc.
Donc ça, c'est mis en scène au milieu même du 19e arrondissement, avec aussi juste à côté en fait du passage vers le 93, la Seine-Saint-Denis, etc. Donc ça met en scène une certaine vision aussi de comment on veut projeter la ville et aussi qu'est-ce qu'on projette pour cet arrondissement-là potentiellement, même si ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on a l'idée que voilà, on va aussi améliorer ce lieu-là grâce à ce type de lieu. Ça, c'est une première chose. Et après, on voit aussi que même, donc ça, c'est un lieu institutionnel, subventionné, etc. Mais il y a aussi la création de plein de petits lieux plus marginaux, plus alternatifs, qui vont investir des quartiers qui sont pas forcément des quartiers très fréquentés par des personnes qui appartiennent au milieu culturel, qui sont potentiellement diplômées, etc. Et en fait, en ouvrant ces lieux-là, c'est des gens qui vont plus se rendre dans ces espaces-là et ça va transformer aussi les représentations qu'on a à propos de ces quartiers. Et on voit qu'à Paris, il y a eu beaucoup de discours sur, je mets des guillemets, le renouveau de la fête en banlieue proche, donc plutôt dans le nord-est parisien, donc au-delà dans la petite couronne. Et on voit que là, il y a une mise en scène très forte de, en fait, la conquête, entre guillemets, de ces lieux-là par finalement le centre, par Paris. Et donc par aussi des Parisiens et des Parisiennes qui iraient s'encanailler en banlieue. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis le début du XXe siècle, c'est pas nouveau. Mais du coup, ça change aussi les représentations de ces lieux-là qui vont avec aussi la transformation du marché immobilier, avec beaucoup de gens qui achètent des appartements aujourd'hui, par exemple, à Saint-Denis, qui sont plutôt de classe supérieure, etc. Donc on voit que c'est des phénomènes, voilà, Montreuil, qui peuvent aller de concert, qui ne sont pas unilatéraux, mais qui peuvent se lier. Et tout au long de votre étude, par rapport au postulat que vous aviez au départ, quand vous avez eu envie de faire cette thèse-là, parce qu'en fait c'est le fruit d'une thèse, est-ce qu'il y a un élément qui vous a surpris de manière plus particulière? Vous vous y attendiez pas? Je pense qu'au début, quand j'ai commencé ma recherche, j'avais pas vraiment réfléchi à cette dimension plus urbaine. Et en fait, c'est aussi en arrivant à Berlin où cette thématique urbaine est très forte et aussi avec cette division en deux de la ville qui se retrouve aussi dans les lieux musicaux, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait cette dimension assez forte aussi parce que les pouvoirs publics à Berlin, notamment, enfin de la ville de Berlin et du Land, mettent aussi beaucoup en scène cette image dans l'idée d'attirer des nouveaux investisseurs. Donc Berlin, c'était censé être un peu, voilà, ils disaient arme à sexy, donc le lieu pauvre, mais voilà, où on peut attirer. Donc c'était très instrumentalisé. Et il y avait y compris chez les programmateurs et programmatrices, cette rhétorique très forte, une lecture spatiale en fait de la musique. Et c'est-à-dire que ceux qui étaient à l'avant-garde musicale, c'était aussi ceux qui étaient à l'avant-garde spatiale. Il y avait un lien très fort entre ces deux choses-là. Et ça m'a aidé aussi à mieux voir ces questions-là à Paris que j'avais peut-être initialement moins vues et moins questionnées. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a un peu surprise. Merci beaucoup Myrtille Picot d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. Petite question que je pose à tous mes invités, un coup de cœur artistique récent que vous avez eu et que vous voulez partager. Ah oui, donc là, j'ai vu récemment un film qui s'appelle Icomete, qui est un film sur un village en Corse et qui était un film de l'Acide, donc une sélection de cinéma indépendant. On a reçu Pascal Anoyer il n'y a pas très longtemps, président de l'Acide. J'ai beaucoup aimé ce film. Enfin après on peut en discuter sur plein de plans, etc. Mais je trouve que c'est un film, en tout cas d'un point de vue de sociologue, je me suis dit que c'était quand même bien de mettre ça en avant, qui montre un peu aussi les choses d'une autre façon. C'est pas du tout de la façon de faire des sociologues, mais je trouve que ça apporte un certain nombre de regards que, par exemple, je me disais, c'est quelque chose qui pourrait permettre de discuter d'énormément de thématiques desquelles on parle en tant que sociologue, à la fois sur la culture, mais aussi sur les lieux, sur les inégalités, sur plein de choses, mais d'une façon très différente, mais que je trouve assez sensible et assez nuancée. Et voilà, donc je recommande d'aller le voir. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une bonne journée.